Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit assez méconnu dans la Grande Pyramide. Il s'agit du passage qui relie le haut de la Grande Galerie à la chambre de Davison. La chambre de Davison, c'est cet espace vide de faible hauteur situé juste au-dessus de la chambre du roi et qui est visible entre les deux traits rouges de ce croquis. La voici maintenant en plan. Sa surface est très légèrement supérieure à celle de la chambre du roi et elle comporte en plafond des joints bourrés entre les poutres qui sont de même nature que ceux que l'on trouve au plafond de la chambre du roi. Les 3 autres niveaux de poutres n'ont pas de joints bourrés en sous-face. Retenez bien cette information car vous verrez plus tard qu'elle a son importance pour comprendre le rôle du passage. Jusqu'ici, seules 2 explications ont été fournies par les égyptologues pour tenter d'expliquer l'origine de ce passage. Au départ, certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une sape réalisée par des pilleurs. Mais cela ne tient pas, car seuls les constructeurs savaient comment contourner les parties en granit et savaient qu'il existait une chambre au-dessus. D'éventuels pilleurs auraient creusé directement en ligne droite, en partant du bout de la grande galerie, puis contourné le granit. Or là, le passage fait un coude dès le départ. Ensuite, il continue en montant légèrement pour compenser la différence de hauteur entre la grande galerie et la chambre de Davison. Suite à ces constatations, nous pouvons être sûrs que ce passage a bien été créé par les constructeurs lors de la construction de la pyramide, ou bien alors peu après. Reste à connaître quelle était son utilité dans le cadre d'un tombeau. Pour Gilles Dormion, auteur du livre La chambre de Khéops aux éditions Fayard, la grande pyramide était presque terminée quand des ouvriers se sont aperçus que les poutres du plafond de la chambre du roi s'étaient fissurées côté sud. Afin d'aller vérifier si elles étaient fissurées au-dessus côté nord, l'architecte aurait ordonné de creuser un tunnel allant de la grande galerie à la chambre de Davison. À ce stade, les égyptologues oublient volontairement de se poser 3 questions. La première est: comment ont-ils réalisé des joints en plafond de la chambre de Davison s'il n'y avait pas encore de passage pour permettre la sortie des ouvriers? On verra le pourquoi plus tard. Remettez-vous dans le contexte de l'époque. Une fois les poutres du plafond de la chambre du roi posées, il restait encore 4 niveaux de poutres à réaliser, plus les chevrons à installer pour protéger les 5 plafonds du poids des niveaux supérieurs. Le bon sens voulant que les joints en plafond de la chambre du roi, ainsi que ceux de la chambre de Davison, soient réalisés une fois que les 5 niveaux de poutres aient été mis en place. Tout ceci pour éviter qu'un éventuel tassement unilatéral ne vienne endommager des joints réalisés trop tôt. Comme on ne peut pas laisser le mur pignon est ouvert, vu qu'il y a un joint périmétrique, un passage s'impose forcément pour les allées et venues des ouvriers devant réaliser les joints. Voilà qui met à mal le fait que le passage aurait été créé dans le but unique d'aller vérifier les fissures. La seconde question que les égyptologues oublient de se poser est: quel est l'intérêt réel d'aller voir au-dessus? Car qu'on y aille ou pas, compte tenu de l'avancée des travaux, c'est irréparable. Nous le savons, et les constructeurs encore plus que nous, alors pourquoi l'architecte aurait-il pris une décision idiote? Il ne suffit pas de décréter, faute de mieux, que le passage a été réalisé pour aller vérifier une fissuration des poutres, pour que cela en fasse pour autant une vérité scientifique. Et ceci d'autant plus que les constructeurs n'ont pas jugé bon d'aller voir au-dessus et qu'il n'a pas été rebouché après la vérification. Ajoutons aussi le fait que les témoignages écrits ainsi que les dessins des premiers explorateurs décrivent le plafond de la chambre du roi intact. Un exemple avec l'expédition d'Égypte de 1798 où le colonel Coutel écrit dans le livre Description d'Égypte, je cite: « Le plafond de la chambre du roi est formé de pièces monolithes, longues de plus de 6 mètres. Il y en a 9 ainsi placées en travers. Chacune doit avoir au moins 130 pieds cubes et peser 20 milliers. Même remarque ici que dans la galerie et tous les canaux, point de tassement, point d'ébranlement visible. Rien ne s'est déplacé depuis l'origine, puisque tout y est parfaitement d'aplomb ou de niveau. » Voilà qui font pas mal d'éléments en totale contradiction avec la phrase de Gilles Dormion, prise pour argent comptant par les égyptologues, et qui dit: c'est sans nul doute que ce passage a été créé pour aller vérifier la fissuration des poutres. La troisième question que les égyptologues oublient de se poser est:
Ce tunnel, compte tenu de sa section d'environ 60 cm par 60 cm, est-il vraiment réalisable après coup? Cette question, il ne se la pose pas, puisque comme le passage existe actuellement, c'est qu'il a forcément été réalisé. Dans ma théorie, ce passage a été creusé à ciel ouvert dans des blocs déjà mis en place, puis recouvert par des blocs linteaux. Dans la leur, il a été creusé dans des blocs déjà mis en place, et avec comme seul éclairage des lampes à huile. L'entrée du passage se trouve en haut de la grande galerie, à environ 8 mètres du sol. Remettons-nous une fois de plus dans le contexte de l'époque. Un tailleur de pierre commence donc par buriner, ce qui deviendra plus tard l'entrée que l'on voit sur cette photographie. Jusqu'à là, c'est facile, puisqu'on peut mettre un échafaudage et quelques lampes à huile pour y voir clair. C'est ensuite que cela se complique. Regardez bien l'homme sur cette photographie, prise dans le passage en question. Il ne peut y avancer qu'à 4 pattes. Rajoutez-lui un burin dans la main gauche, un maillet dans la main droite, et une lampe à huile pour l'éclairage, et posez-vous la question de savoir comment il va faire pour creuser. S'il lève les mains, toute la partie avant de son corps sera déséquilibrée. Et où pose-t-il la lampe à huile pour y voir clair et travailler sans se brûler? Admettons que le problème du déséquilibre soit résolu en employant des enfants de 8 ans ou des nains qui peuvent s'asseoir dans le couloir. Qu'en sera-t-il du problème de la consommation en oxygène de la lampe dans un espace réduit? Il faut aussi bien sûr ne pas se brûler, éviter que les gravats dégagés ne tombent sur la lampe à huile et les évacuer avec un très grand nombre d'allers-retours. Dans la théorie du passage, liée à la vérification des fissures, on avance forcément en creusant dans des blocs qui ont été mis en place sans savoir qu'un tunnel devait être percé plus tard au travers d'eux. Le résultat final observable appelle une autre belle question que les égyptologues oublient encore une fois de se poser. Comment se fait-il que l'on ne voit aucun joint parallèle au passage, ni au sol, ni au plafond? Les blocs de la pyramide étant presque tous posés en quinconce, quelle est la probabilité de ne rencontrer aucun joint parallèle au couloir si l'on creuse un tunnel après coup dedans? Et comment expliquer la présence de coups de burin verticaux et de joints clairement visibles entre les murs et les pierres de couverture? Nous pouvons donc en déduire que le U de ce passage a été creusé à ciel ouvert dans des blocs déjà mis en place, puis recouverts par des blocs linteaux. Ajoutons une dernière question aux égyptologues. Pourquoi l'entrée du passage en haut de la grande galerie n'a-t-elle pas été rebouchée après vérification? Un simple plaquage en pierre aurait suffi pour faire disparaître cette entrée. Évidemment, dans ma théorie, il y a tout intérêt à ne pas obstruer la sortie de la soupape de sécurité. Mais dans la théorie retenue par les égyptologues, ce n'est pas le cas. J'invite au passage, c'est le cas de le dire, les égyptologues qui persisteraient à croire au tunnel créé dans le but d'aller vérifier la fissuration des poutres, à se munir d'un burin, d'un maillet et d'une petite bougie pour simuler la lampe à huile. J'aimerais qu'ils me montrent, vidéo à l'appui, la position qu'ils adoptent pour creuser un tunnel de 60 cm par 60 cm. Après visionnage complet de cette vidéo, l'heure du choix s'imposera. Soit persister à dire, comme la plupart des égyptologues, que le passage a été créé après coup pour aller vérifier la fissuration des poutres, en oubliant bien sûr volontairement que cela n'avait strictement aucun intérêt car c'était irréparable et que cela n'explique pas non plus les 5 points suivants. Premier point, pourquoi le passage n'a-t-il pas été rebouché? Second point, pourquoi ne sont-ils pas allés voir plus haut? Troisième point, pourquoi y a-t-il des joints bourrés entre les poutres de la chambre de Davison qui à eux seuls rendaient obligatoire l'existence d'un passage pour sortir après avoir finalisé le dernier joint? Quatrième point, comment ont-ils fait pour n'avoir aucun joint parallèle au couloir, au sol ou au plafond, en creusant dans des blocs déjà mis en place? Et enfin, cinquième point, comment ont-ils fait pour creuser un passage aussi étroit, dans un endroit mal ventilé, et avec des lampes à huile comme seule source d'éclairage? Vous pouvez aussi, bien sûr, adopter ma théorie, qui dit que le passage faisait partie du plan initial de la Grande Pyramide, et qu'il sert de soupape de sécurité à un vérin hydraulique primitif. Mais dans ce cas-là, adieu l'idée du tombeau dans la chambre du roi, et vive ma théorie qui apporte une réponse simple et évidente à toutes les questions auxquelles la théorie du passage créée pour aller vérifier la fissuration des poutres ne répond pas. En effet, dans ma théorie, le fait de remplir avec de l'eau la chambre du roi engendre une mise en pression de cette chambre, et la pression liée à l'air qui se retrouve comprimé contre son plafond pourrait soulever 1867 tonnes de granit.
Sans soupape de sécurité, la défaillance d'un des joints du plafond de la chambre du roi pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le reste des plafonds. En effet, si l'air comprimé à 3,4 bars, emprisonné sous le premier plafond, passe dans la chambre de Davison, la pression diminuera un peu, à 3,3 bars, mais il n'y aura plus assez de poids de granit au-dessus du deuxième plafond pour empêcher que ce dernier ne se soulève. On assisterait alors à un soulèvement total des planchers et à un effondrement du mur ouest si une chambre secrète se trouve bien à proximité. La présence d'un passage resté ouvert et reliant la chambre de Davison à la grande galerie prouve que les constructeurs ont anticipé le problème et fait exactement ce qu'il fallait faire pour l'éviter. Ce passage permet simplement à l'air comprimé de se décompresser et à l'eau d'être évacuée vers la grande galerie. La chambre secrète est donc ainsi parfaitement protégée. Voici aussi la raison des joints bourrés en plafond de la chambre de Davison. Au-dessus, l'étanchéité devenait inutile puisque l'eau de la fuite éventuelle était canalisée vers la grande galerie par le passage. Ce dernier est donc pour nous une preuve de plus que la chambre du roi était bien destinée à recevoir de l'eau. Désolé messieurs les égyptologues, mais je pense qu'il va falloir revoir votre copie. Vous pouvez retrouver cette théorie dans le livre « Grande pyramide d'Égypte, les 7 vérités qui dérangent », mais aussi sur le site www.grande-pyramide.fr ou bien encore sur la page Facebook Le mécanisme d'ouverture de la Grande Pyramide qui est dédié à cette théorie et où vous pourrez poser toutes vos questions. Bonne journée et je compte sur vous pour faire connaître cette théorie à vos amis.